Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi la Belle Radio et Télévision, votre chaîne panafricaine internationale, les titres de votre journal. 4,5 milliards de personnes vivent sans toilette dans le monde, tandis que 992 millions d'autres se mettent à l'aise dans la nature selon l'OMS. Et puis, 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 ce week-end, 8 pays ont rejoint les 5 précédents. 13h30, Charlène Meuza. Clap de fin sur le 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine qui s'est déroulé le week-end dernier à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs résolutions ont été prises, celles notamment concernant l'autofinancement de l'institution. Aziza Dewale Chandi. Les États membres de l'Union africaine vont davantage avoir un droit de contrôle sur le fonctionnement de l'organisation. Il s'agit de l'une des résolutions sorties du sommet extraordinaire de l'UA tenu à son siège d'Addis Abeba en Éthiopie ce week-end. Les dirigeants africains ont adopté certaines réformes proposées par l'équipe qui entoure le président rwandais Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, et celui de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat. Moins de la moitié des pays membres ont pris part à ce sommet extraordinaire et contrairement aux années antérieures où seuls les ministres se déplaçaient pour l'occasion, les chefs d'État ont montré leur regain d'intérêt pour le fonctionnement de l'organisation continentale en participant eux-mêmes à ce sommet, ce qui est plutôt bon signe selon des sources au niveau de la Commission. Toujours à en croire des sources au sein de l'Union africaine, au chapitre des absences au plus haut niveau, on peut noter celle de l'Égypte et du Nigeria, des pays pivots sur le continent africain. Il est apparu également, de l'avis de certains experts, que quelques blocs sous-régionaux craignent de diluer une partie de leur souveraineté dans une nouvelle répartition. À en croire ces derniers, l'Afrique australe veut garder la Commission sous contrôle et l'Afrique du Nord est réticente à voir sa souveraineté s'effriter. À propos de l'autofinancement de l'Union, les choses avancent. Le Fonds de la paix mis en place en 1993 et qui était exempt compte, grâce à l'activisme de Donald Kaberuka, 60 millions de dollars américains aujourd'hui. En Afrique du Sud, Jacob Zuma, l'ancien président de la République, est éclaboussé par une affaire de financement illégal de campagne. Face à ce tollé, l'actuel président, Cyril Ramaphosa, a décidé de rembourser les 500 000 rands querellés. Aziza Dewale Chandi. Cyril Ramaphosa va rembourser les 500 000 rands injectés dans sa campagne pour l'élection à la présidence de l'ANC. L'information a été rendue publique par le porte-parole du parti au pouvoir ce week-end. À propos de cette affaire, le président sud-africain Cyril Ramaphosa avait soutenu que le paiement litigieux avait été reçu en 2017 par son fils en tant que consultant de l'entreprise Bosasa, entreprise de services informatiques qui travaille avec des institutions publiques. De fil en aiguille, le président Ramaphosa avait reconnu que cet argent était une donation pour sa campagne à la présidence de l'ANC, élection qu'il avait remportée devant Nkosazana Dlamini Zuma, favorite de l'ancien président Jacob Zuma. Pour rappel, Cyril Ramaphosa a été porté à la tête de son parti, l'ANC, puis de l'Afrique du Sud, sur la base d'un ambitieux projet de lutte contre la corruption. Il entendait rompre avec les pratiques financières mafieuses ayant valu à son prédécesseur une démission forcée en évitant de se faire limoger par un vote de défiance. Paul Kagame et Ahmad Al-Thani renforcent les liens d'amitié récemment tissés entre les deux nations. Les deux leaders rwandais et qatariens ont signé en fin de semaine dernière 3 accords de coopération, notamment sur le plan aérien, commercial et économique. Romaric Zogoengo. Paul Kagame était la semaine dernière au Qatar en visite officielle de 48 heures et le président rwandais n'a visiblement pas chômé. Pas moins de 3 accords de coopération dans les secteurs aérien, commercial et économique ont été signés par les deux homologues rwandais et qatariens. Dans le domaine aérien, Doha et Kigali, les capitales des deux pays, se sont engagés à accroître leurs échanges commerciaux, mais surtout à accroître leurs liaisons aériennes. C'est ainsi que Rwanda, la compagnie aérienne nationale rwandaise, pourrait désormais desservir Doha au Moyen-Orient et cela devrait se faire dès l'année prochaine.
Quant au secteur économique, les accords signés concernent la promotion et la protection réciproque des investissements et la coopération économique, commerciale et technique entre les deux nations. Ce séjour aura aussi permis d'échanger sur des sujets d'actualité internationale et régionale d'intérêt commun, ainsi que les efforts du Qatar pour soutenir la sécurité et la stabilité dans les pays de l'Union africaine, organe dont le leader rwandais est l'actuel président. Ces deux rencontres en l'espace de quelques mois entre les deux hommes témoignent de la volonté partagée de consolider les liens diplomatiques entre les deux États. Pour rappel, les deux dirigeants avaient eu un tête-à-tête à New York en septembre dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est une relation qui ne date que de quelques mois puisque c'est en mai dernier que les deux chefs d'État, Kagame et Ahmad Al-Thani, ont démarré ce lien d'amitié, mais ils souhaitent visiblement tous les deux qu'il soit fructueux et ce à plusieurs égards. Nous parlons toujours du Rwanda et la ville de Kigali qui va abriter la première cité de la technologie inspirée de la Silicon Valley. Emmanuel Tougou. Le président rwandais, Paul Kagame, montre une fois de plus l'intérêt qu'il porte aux nouvelles technologies. En effet, il vient d'annoncer la réalisation de la plus grande cité de l'innovation technologique en Afrique. Dénommée Cité de l'innovation de Kigali, cette cité qui sera inspirée de la Silicon Valley américaine sera construite sur une superficie de 70 hectares dans la zone économique spéciale de Kigali et pourra accueillir des complexes universitaires devant former annuellement 26 000 étudiants entrepreneurs dans le domaine des nouvelles technologies. Les incubateurs sont également prévus dans cette cité, ainsi que la construction des sièges d'entreprises, des entreprises du secteur des nouvelles technologies, de l'information et des biotechnologies, et enfin des centres de recherche et des centres commerciaux. Soutenu par la Banque africaine de développement, ce projet estimé à 2 milliards de dollars permettra d'attirer annuellement 300 millions d'investissements étrangers et créera 50 000 emplois. Il convient de rappeler que le Rwanda a aussi récemment formé une plateforme de commerce en ligne englobant les pays africains grâce à une coopération avec le géant chinois de vente en ligne Alibaba. Aujourd'hui, c'est le 19 novembre, journée mondiale des toilettes. Comme chaque année, cette journée a pour objectif de dresser le bilan de l'absence des toilettes dans le monde. Sabrina Massima. La World Toilet Day est célébrée chaque année le 19 novembre. Cette année, la campagne des Nations Unies pour la journée des toilettes portera sur la nature et sur la nécessité de construire des toilettes et des systèmes d'assainissement qui fonctionnent en harmonie avec nos écosystèmes. Depuis 2001, se déroule cette journée mondiale des toilettes. Un sujet tabou qui n'a pourtant rien d'incongru, les toilettes sauvent des vies en évitant la propagation des maladies mortelles par les excréments humains. Aujourd'hui, 4,5 milliards de personnes vivent en effet sans toilettes et 892 millions de personnes pratiquent toujours la défécation à l'air libre. Dans de nombreux pays, l'eau est trop rare, des latrines de fortune sont utilisées, voire des sacs plastiques. Les conséquences sont dramatiques pour la santé, la dignité, la sécurité, l'environnement et le développement économique et social. Selon la directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, l'absence de toilettes au domicile de nombreuses familles a un impact important sur la santé et le développement que nul ne doit négliger. Les toilettes à domicile épargnent à la famille des maladies et du temps perdu tout au long de la journée, de travail ou même à l'école. Nous parlons toujours de santé cette fois-ci sur le diabète. Selon le docteur Guy Benza, diabétologue et président de l'association Vaincre le diabète au Congo, le nombre des personnes souffrant de cette maladie est de plus en plus croissant et le problème de prise en charge s'oppose. Emmanuel Tougou. Lors de la journée mondiale du diabète célébrée le 14 novembre en République démocratique du Congo, le docteur Guy Benza, diabétologue et président de l'association Vaincre le diabète au Congo, a affirmé que le diabète en RDC est devenu un problème préoccupant. Selon lui, les consultations en diabète sont devenues de plus en plus nombreuses. C'est un problème de santé publique, a-t-il fait savoir, avant de noter que le nombre croissant des personnes souffrant de cette maladie doit entraîner des programmes d'éducation et de sensibilisation. En dehors du nombre croissant de malades, un problème de prise en charge s'oppose. En effet, pour la prise en charge des malades, à peine quelques hôpitaux et centres de santé, avec l'appui des partenaires extérieurs, assurent le service. Le diabète représentant près de 7% de la population en République démocratique du Congo, soit plus de 4 millions d'habitants. Pour baisser l'accroissement du diabète en RDC, le docteur Guy a conseillé à chaque Congolais de surveiller son alimentation et d'éviter notamment le sédentarisme. Pour lui, il faut un équilibre exact d'insuline, de médication, d'un régime alimentaire et d'activité physique pour la gestion du diabète.
diabète. En République démocratique du Congo, la prévalence du diabète sucré est de 5,5% et le taux de mortalité en milieu hospitalier rural est de 12%. En effet, la RDC est un pays post-conflit où la dégradation du tissu socio-économique ne permet pas une prise en charge correcte de cette maladie, très coûteuse en termes de soins. L'artiste sénégalais Omar Victor Diop se met en scène dans ses portraits et autoportraits pour dresser l'histoire du peuple noir et de la diaspora. Marie-Paul Ridambine. Omar Diop est le photographe africain du moment, symbole d'une Afrique qui bouge. Faire revivre ces personnages oubliés qui ont marqué l'histoire et les combats de l'Afrique, avec des expositions comme Diaspora et Liberty. Le photographe sénégalais rend hommage aux grands hommes noirs, des figures qu'il incarne lui-même dans une série d'autoportraits. Il rend hommage, mais pas seulement, à travers sa série Liberty. Il montre son engagement pour la cause qu'il défend, que les Africains se souviennent de cette quête de liberté et de leur histoire. Omar Diop, titulaire d'un master en finance, a commencé à se consacrer à sa passion en 2011. Année durant laquelle il a lancé sa première exposition intitulée Futur du Beau aux rencontres africaines de la photographie de Bamako. C'est en 2014 qu'il a acquis une reconnaissance internationale. Hors du continent africain cette fois-ci avec les informations dans le condensé du monde en bref. Theresa May, la première ministre britannique, fait face à une opposition de plus en plus virulente contre son accord de Brexit avec l'Union européenne. Au sein de son propre parti, la fronde est aussi importante. L'accord de Brexit pourrait, lorsqu'il sera présenté au mois de décembre à la Chambre des représentants, être simplement bloqué. Entre la Bosnie et la Croatie, sale temps pour des milliers de migrants. Ils attendent aux portes de l'Union européenne. Ils vont devoir affronter le dur hiver des Balkans. Ces migrants ont érigé des camps de fortune sans chauffage et sans commodité. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, sous l'orage. Le ministre des Finances et son parti de centre-droit ont refusé de le soutenir. Il pourrait perdre sa majorité au Parlement. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, fragilisé, considère comme irresponsables les appels à des élections anticipées. Et puis sur l'un des circuits automobiles les plus dangereux du monde à Macao ce dimanche, une jeune pilote allemande de 17 ans a survécu quasi miraculeusement à un accident qui a pulvérisé sa monospace. Elle s'en sort avec la colonne vertébrale fracturée. L'accident a également fait 5 blessés. C'était le récit d'Aziz Adewale Chondi du sport pour la fin de cette édition d'information. Après Madagascar, c'est la Mauritanie qui s'invite à la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Rodney Ovonuisenou. 8 sélections de plus s'ajoutent à la liste des participants à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019. Le Mali, le Maroc, le Nigeria, l'Ouganda, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, l'Algérie et la Guinée ont rejoint le Cameroun, l'Égypte, Madagascar, le Sénégal et la Tunisie en phase de poule. La victoire des Comores face au Malawi 2-1 a permis aux hommes d'Hervé Renard de valider leur billet avec à la clé la meilleure place du groupe B. Les Nigérians se sont contentés d'un résultat nul, un but partout en Afrique du Sud pour filer au Cameroun. Les Bafana devront lutter jusqu'à la dernière journée des éliminatoires pour être de la fête camerounaise. 7e CAN consécutive par contre pour les Aigles du Mali qui ont validé leur billet pour le pays des Lions indomptables en allant gagner 1-0 au Gabon. Dans le groupe C, les Panthères devront lutter à Bujumbura en mars prochain si elles ne veulent pas rester à quai. Pour les Cranes d'Ouganda, ce sera la 2e compétition consécutive après 2017. Le Bénin de son côté s'est compliqué la tâche en s'inclinant en Gambie 3-1, alors que l'Algérie est venue à bout du Togo 4-1. La Guinée et la Côte d'Ivoire n'avaient besoin que d'un match nul pour prendre le train camerounais. La dernière journée des éliminatoires livrera le tableau complet des formations qui voudront succéder au Cameroun, pays hôte et champion d'Afrique en titre. C'est la fin de votre édition d'information du 13h30. Ce fut un plaisir. Excellent début de semaine à tous et à tous. Le Branding Africa, c'est avec vous. Au revoir.